Bonjour à tous. Tout d'abord, mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2021 à vous et vos proches, en espérant qu'elle nous permette de nous retrouver très vite sur les terrains. En attendant, nous vous proposons au niveau de la Ligue de continuer le cycle de webinaires initié en décembre, où vous aviez pu, pour certains, écouter Stéphane Ricard sur la préparation au trail. Nous renouvelons cette expérience ce lundi 8 février avec, pour intervenant, Antonio Gallego. Antonio est un entraîneur de Grenoble qui intervient sur un club de loisirs et qui parallèlement entraîne des athlètes de haut niveau comme Julien Rancon ou Christophe Deval, qui sont des spécialistes de course de montagne. Voilà, donc nous souhaitons que ce webinaire se déroule en deux parties. Une partie bien sûr avec l'intervenant qui va vous présenter ce qu'il fait réellement en l'entraînement, et puis bien sûr une partie questions-réponses qui pourra répondre à vos problématiques plus personnelles et plus individuelles. Voilà, donc nous espérons vous retrouver nombreux ce lundi 8 février. Vous pourrez vous inscrire par les liens qui vous seront donnés et nous vous enverrons un lien visio, bien sûr, le matin de la conférence. À très bientôt et surtout, gardez le moral, gardez le sourire, la pêche et après la pluie vient toujours le beau temps, donc on espère vraiment que c'est une mauvaise passe qu'on va vite dépasser ensemble. Bonne journée à tous, au revoir. Et le son de ceux qui arrivent. Voilà. Cette conférence en 2 points, le trait rouge, il reste. Donc, un point sur l'entraînement d'une athlète de haut niveau qui est Christelle Dewaal, qui a une palette assez large de la montagne au trail court, en passant par le kilomètre vertical, et une partie de partage d'expérience sur ce qu'on a mis en place au niveau de notre club. Donc, ça vaut, c'est des idées, comme a dit Laurence, de petites choses pour garder de l'activité pendant ces moments difficiles. Voilà. Donc, une petite présentation d'où je viens. Donc, Laurence, je viens de la même région que Laurence. Et donc, une formation STAPS, de la pratique en club, donc dès l'âge de 12 ans, par l'école d'athlétisme. Et puis, je suis arrivé à faire de la montagne et rentrer en équipe de France de montagne dans les années 90. Depuis 2014, avec Laurence, j'encadre les équipes de jeunes à la montagne. Donc, les jeunes, c'est les cadets et les juniors. Et depuis 2018, les seniors à la montagne. Donc, j'entraîne des athlètes aussi bien en montagne qu'en trail ou sur la route. Donc là, Christelle Dewaal, Julien Rancon, Céline Lafaille, Hilary Jardy et d'autres athlètes. Voilà un petit peu pour ma présentation. Donc, un petit préambule sur une expérience singulière et des adaptations nécessaires. Alors, pas de différence entre l'entraînement des femmes et des hommes pour la montagne, d'autant que les distances sont identiques. Donc aujourd'hui, moi, que si j'entraîne Julien Rancon ou Christelle Dewaal, je ne vais pas de différence dans le type de séance. Voilà, les distances aujourd'hui sont uniformes, donc sur les entraînements, on a le même type d'entraînement. Donc la préparation, elle est physique, technique, énergétique, stratégique, mentale. Et qu'est-ce que ça dit? La différence du haut niveau aujourd'hui, elle se fait aussi dans les détails. C'est des détails plus des détails et on demande de l'adaptation et de l'adaptation. Donc vous allez voir un petit peu dans ce que je mets en place, ce que je mets en place, il y a beaucoup de séances qui sont variées. Voilà, je varie beaucoup l'entraînement. Donc, un point important, mon investissement en tant qu'entraîneur, il est identique à haut niveau et en loisir. Il est peut-être même plus prenant sur le loisir, parce que le loisir, il a besoin aussi de présence. L'athlète de haut niveau, lui, on peut donner une séance, on peut donner les indicateurs, on peut donner les objectifs, il est capable de la gérer. En loisir, en club, c'est plus compliqué.
Donc, on a tout à faire. Donc, la présence est plus indispensable. Donc, j'ai choisi de vous présenter une athlète, Christelle De Waal, équipe de France de course de montagne, avec un objectif qui était les championnats d'Europe à Zermatt en 2019. Donc, c'est une athlète qui est licenciée depuis 2011 à la fédération, donc pas peu de temps, on va dire, une dizaine d'années. Elle s'entraîne 6 à 14 fois et vous voyez quelque chose qui est impressionnant, c'est le dénivelé dans l'année. Donc en 2019, elle a réalisé plus de 323 000 mètres de dénivelé. Et en 2020, elle a fait 400 000 mètres de dénivelé. Donc c'est hyper impressionnant. Alors c'est une athlète qui court, mais qui marche beaucoup aussi. Voilà. Donc elle fait pas mal de marches. Bon, on aimerait bien déjà la suivre à la marche, mais c'est vrai que elle fait beaucoup de dénivelé, elle adore ça. Donc, plusieurs fois championne de France de montagne et de KV. 10 sélections. Et cette fameuse année, à Zermatt, elle fait troisième et sixième au championnat du monde. Donc, la planification de l'entraînement. Vous voyez, en haut à droite, j'ai mis approche identique pour la pratique en club. Que ce soit des loisirs ou des athlètes de haut niveau, j'aborde de la même façon, qui sont les objectifs. Un objectif, voire deux dans l'année. Et en club, on s'aperçoit que pour le loisir ou pour le coureur régional, bien souvent, quand on les interroge en début de saison, ils ont envie de faire X courses avec à chaque fois, c'est un objectif. C'est pas possible. Pour moi, c'est pas possible de dire on a plus de deux objectifs dans l'année. On a des objectifs intermédiaires, évidemment, mais on ne peut pas être en forme X fois dans l'année, et donc il faut se préparer. Alors que ce soit en loisir ou que ce soit pour les compétiteurs. Aussi, dans ma philosophie, c'est il faut durer dans le temps. L'idée, c'est pas de faire une saison et d'être cramé, ou une saison et être blessé. Donc pour les loisirs, pour le compétiteur, pour le haut niveau, c'est la même approche pour moi. Donc on parle de plaisir aussi. Donc, parce qu'on est un sport amateur. Donc dans tous les cas, les gens qui viennent en club, il faut qu'ils prennent du plaisir. Donc les objectifs de Christelle en 2019, c'était les championnats d'Europe et le championnat du monde. Voilà. Donc, le dernier mot, la carrière, évidemment. La carrière du sportif de haut niveau, mais aussi la carrière du loisir qui doit venir en club et prendre du plaisir, rentrer dans ses objectifs qui sont à lui. Peut-être que ça sera un objectif de faire la course de quartier, un 10 km, un semi-marathon. Mais moi, mon expérience dans mon club de loisirs, les gens, ils viennent pas que pour trouver la forme, mais ils ont toujours un petit objectif à leur niveau de course. Et l'idée, c'est qu'ils prennent le goût et qu'ils durent dans le temps et qu'ils aient du plaisir. Donc la planification d'entraînement, pareil, pour moi, c'est une approche identique pour la pratique en club. Donc, ça part sur l'analyse du coureur. Donc, ses points forts et ses points améliorés. Donc, pour Christelle De Waal, point fort, évidemment, les montées, la capacité à encaisser de l'entraînement. Vous avez vu le nombre de dénivelés qu'elle est capable de faire. Un mental et de l'expérience. Les points améliorés, la descente, la vitesse, le professionnalisme, la récupération, la gestion du stress. Donc, en club, il est important aussi pour chacun des athlètes qu'on entraîne, avant de commencer la planification, c'est de connaître le profil de son athlète. Donc, on peut, et on a déjà fait, j'ai déjà mis en place des petites fiches qu'on donne aux athlètes et aux gens aux coureurs du club en début de saison avec ses objectifs et on lui demande aussi de mettre ses points forts et ses points améliorés. C'est toujours intéressant de bien connaître ses coureurs. Donc, quand on a l'objectif, un des objectifs, on doit analyser le profil de course. Donc, c'est vraiment à la montagne, au trail,
sur chacun des objectifs, eh ben, il est très important que l'entraîneur analyse le profil de course. Parce que d'une course à l'autre, ça peut être une course avec beaucoup de dénivelé, avec de la technicité, avec des descentes techniques, des descentes rapides, des montées rapides ou des montées où il va falloir marcher. Donc, c'est important de connaître le profil. Donc, pour Christelle De Waal et son objectif de championnat d'Europe, euh, c'était un championnat d'Europe en montée et il y avait la gestion de l'altitude. Voilà. Pour le championnat du monde, c'était un montée-descente. Les contraintes du coureur. Donc, les contraintes du coureur, Christelle, elle est assez libre, elle peut organiser son travail, elle travaille avec son mari, et donc elle s'entraîne de 6 à 14 fois, ce qui ne peut pas être le cas pour tous les athlètes qu'on entraîne évidemment en club. Euh, et elle pratique de la randonnée, du ski de randonnée. Donc aujourd'hui, l'entraînement croisé est aussi à prendre en considération, même dans le club, même pour des athlètes régionaux. Moi, j'intègre aussi d'autres types de sports que de la course à pied, et entre autres du vélo ou du ski de randonnée, parce que nous, on est sur Grenoble, qui est très pratiqué. Les contraintes familiales, il va falloir s'en intéresser, surtout à un moment donné si on a des athlètes qui préparent des ultras. Donc c'est important de savoir s'il y a des contraintes familiales ou professionnelles, parce que quand on s'entraîne sur un ultra, eh ben on sait que les week-ends, on va être peu disponible, donc il faut préparer la famille aussi à être absent. Et la planification, c'est le temps qui nous reste pour préparer l'objectif. Donc moi, plus on a de temps pour le préparer et plus la planification sera progressive. Donc c'est vrai qu'on peut trouver dans des magazines ou dans des forums, voilà, plan d'entraînement en 8 semaines. Moi, je ne suis pas un adepte de ça. C'est-à-dire qu'on va plutôt prendre plus de temps pour euh, préparer son objectif. 8 semaines, c'est très court, donc c'est au moins 3 mois, voire plus pour certains objectifs. Et même en club, on peut avoir des planifications qui ont des durées plus importantes. Donc, quelque chose de simple en fait. Euh, on pose l'objectif avec la date et on remonte le temps pour savoir à quel point de départ et combien de temps j'ai pour préparer cet objectif. Voilà. Donc, donc en club ou avec le haut niveau, c'est la même discussion. En début de saison, au moins en début de saison, on discute de l'objectif. Donc on sait que en septembre, bah, si on a un objectif en mai, en novembre, des fois les coureurs de montagne ont des objectifs aussi pendant la saison hivernale, un objectif intermédiaire. Donc, on calcule le temps qu'on a. On pose dans ce calendrier, c'est toujours intéressant de faire un calendrier, on pose les courses prévues et euh, les vacances. Voilà. Moi, j'essaye que ce calendrier soit le plus précis. Donc, je demande à l'athlète, dans un premier temps, de le préparer, ce calendrier, de mettre les courses qu'il a l'intention de faire et ses objectifs dans le calendrier. Et c'est très important pour moi que l'athlète prépare ce calendrier parce qu'il va voir de lui-même visuellement dans son calendrier s'il y a des incohérences. Et s'il a mis des courses tous les week-ends, il va le voir lui-même. Il ne va jamais m'envoyer ce plan, ce calendrier. Il va voir que ce n'est pas cohérent et donc il va de lui-même le rectifier. Donc c'est toujours intéressant que l'athlète se pose. Donc on le fait à quel moment? On le fait au moment de la pause, c'est-à-dire en fin de saison, après le bilan, et quand l'athlète est en coupure, je lui demande de réfléchir aux objectifs et à son calendrier de l'année d'après. Donc, sur les 15 jours, 3 semaines de relâche, eh ben, il va prendre le temps et puis on va peut-être discuter plusieurs fois. Voilà. Donc, c'est la même approche. J'ai la même approche avec des coureurs, les coureurs en club. On a la même approche.
Donc, après, comment je fonctionne concrètement sur mes cycles? Euh, je fonctionne avec 3 semaines de travail, une semaine de récupération et de régénération. Donc, un premier cycle de reprise, de l'endurance, peut-être d'autres sports, du vélo, du renforcement musculaire, un cycle plutôt VMA et PG, toujours renforcement musculaire, un cycle de volume, là vous êtes sur les... Et après, évidemment, le spécifique et les courses. Donc, plus on a de temps et plus on peut multiplier les cycles. Par exemple, sur la VMA, on peut très bien faire deux cycles de 3 semaines de cette qualité à travailler. Donc après, selon aussi, on va dire, les points améliorés de l'athlète que vous entraînez, vous allez aussi, à un moment donné, travailler certaines capacités à ce moment-là de l'année. Alors, je dirais qu'en club, on a à peu près la même approche pour des coureurs qui s'entraînent 4-5 fois par semaine. Je fais le même type de planning, c'est-à-dire 3 semaines d'entraînement, une semaine de récupération. Pour ceux qui s'entraînent moins, à 3 fois par semaine, il m'arrive de ne pas faire cette semaine de récupération parce que sinon, on va dire qu'ils ne seront pas vraiment on va dire, dans un besoin de récupérer. Donc les athlètes qui courent 2 à 3 fois, des fois, ben, je ne mets pas spécialement une semaine de récupération. Voilà. Là, je vous ai mis une semaine spécifique avant la course de sélection qui était le championnat de France de course en montagne, qui était une course en montée. Donc, je vous ai mis ce qu'a fait Christelle de Waal. Donc, c'est vraiment ce qu'elle a fait. Et donc, on va regarder un petit peu chaque journée. Donc, la journée du lundi, c'était endurance, le thème. Donc, elle a fait un footing de 2 heures, du gainage et des étirements. Le mardi, voilà un petit peu le type de séance proposée. Donc, c'est un spécifique. Alors, j'aime bien, même en club, faire un échauffement un peu cadré. Alors là, il y a 20 minutes plus 10 minutes à 85. Donc, l'idée, c'est de monter un petit peu en puissance pendant cet échauffement-là. Et ça permet de pas, des fois en club, on le voit, où ça part tout de suite un petit peu fort. Donc, on sait qu'on va avoir, à un moment donné, 5 à 10 minutes de tempo progressif dans l'échauffement. Donc, cette séance était composée de côtes, parce que bon, la course est en côte, donc 3 fois 5 minutes, avec une récupération de 2 minutes en montée, et un retour au plat, avec 3 fois 2 minutes, donc un train un petit peu supérieur en termes d'intensité, et on finissait par 8 minutes au train. Voilà. Donc, vous voyez, ce que je disais, c'est que beaucoup de changements de rythme et de demande à l'athlète de s'adapter à la montée, retour au plat, parce que tout de suite après la montée, pourquoi je mets du plat? C'est pour que l'athlète puisse retrouver sa foulée sur le plat et demande une adaptation. Parce que tout de suite après les montées et surtout après la descente faite pour revenir sur le plat, musculairement, c'est des fois assez compliqué d'enchaîner. Le mercredi, un dénivelé, donc évidemment, ça paraît beaucoup peut-être pour certains, mais Christelle de Waal fait à peu près 1000 mètres par jour en moyenne dans l'année, donc pour elle, ce n'est pas énorme. Alors, la séance du jeudi, euh, c'était une séance de puissance. Donc, Alors, Antonio, avant de continuer, certains me demandent le pourcentage, c'est par rapport à quoi? Quand tu ah, mets pardon, ah 5 oui, excusez-moi. Donc, le pourcentage que je mets, à chaque fois, on parle en pourcentage de VMA, donc on va dire en termes d'intensité. Le 100% est en VMA, et donc le 85 correspond à peu près, si on est sur le plat, une intensité de semi. Le 90 a une intensité de 10. Donc, vous voyez, sur les côtes, on est un tout petit peu plus intense que l'intensité du jour de la course. Voilà. Voilà un petit peu les intensités. Le 100%, c'est le VMA. J'espère que j'ai répondu à la question. le, Sur
Et du coup, en côte, est-ce que tu te repères par rapport à la fréquence cardiaque? Est-ce que c'est de la PMA plutôt par rapport c'est Plutôt pas en termes de forcément les allures, puissance. c'est plutôt l'intensité. Alors, en côte et en montagne, sachant que, évidemment, on a des terrains qui sont variés, hein, des pentes variées, évidemment, il faut que l'athlète, il n'a pas le repère du chrono de la piste en disant, voilà, à 90, je dois tourner à temps mes 5 minutes. Là, grosso modo, il y a deux repères que je donne. Il y a évidemment ceux qui travaillent avec la fréquence cardiaque, donc c'est intéressant. Et donc, ceux qui ne travaillent pas avec la fréquence cardiaque, on se dit, par exemple, sur le 90%, en état de forme maximum, on pourrait tenir 30 minutes l'intensité. Voilà. Donc, c'est important que l'athlète en montagne puisse se dire aussi combien de temps je suis capable de durer à cette intensité-là et à apprendre. Évidemment, c'est aussi intéressant sur le plat hein, de connaître ça. Donc, la séance de jeudi, donc une séance que j'appelle à risque, une séance de puissance. Alors là, je parle de 95% de la vitesse max. Donc, c'est des périodes de 20 secondes avec une récup un peu incomplète parce qu'il n'y a qu'une minute. Et donc, là, c'est vraiment ce travail de puissance en côte. On peut mettre un pourcentage entre 15 et 25%. Voilà. On reviendra un peu tout à l'heure dessus. Donc, le vendredi, de l'endurance. Le samedi, alors, une séance spécifique, type KV. Alors, 30 secondes de marche dynamique, 30 secondes de course. Alors, qu'est-ce que c'est en fait, en course de montagne, en trail, en KV, on a aujourd'hui cette alternance de marche et de course. Même à haut niveau, on est amené, alors plus en trail qu'en montagne, que sur les courses de montagne qui sont plus courtes, à alterner la marche et la course. Et donc, moi, je me suis aperçu que bien souvent, la marche était plutôt pour récupérer. Donc, qu'est-ce que je me suis dit? Je me suis dit, je vais faire un exercice pour que la marche, elle rentre dans l'intensité de course. C'est-à-dire que l'athlète décide de la marche. C'est pas la marche est imposée parce que je suis fatigué, c'est l'athlète qui dit là ça monte trop pour moi et je serai plus efficace en marche, mais par contre je vais marcher vite. Donc j'alterne 30 secondes de marche très dynamique et quand je vais courir, et c'est le côté un petit peu pervers de cette séance mais intéressant, c'est que je vais courir ma récupération en montée en trottinant. Voilà. Du coup, pour bien inverser la chose, c'est-à-dire que quand je marche dynamique. Et ça, c'est important. Voilà. Le dimanche, elle fait reconnaissance du parcours du championnat de France. Vous voyez son bilan de la semaine, hein, c'est exactement ce qu'elle a fait. 8 activités, 15h46, 85 km et 7300 mètres de dénivelé dans la semaine. Alors, en parallèle, la diapo d'après va vous présenter ce qui est fait en club. Certains s'étonnent de 8 activités pour 15h46. Est-ce que peut-être, Christian, tu pourrais préciser ta question en ouvrant le micro? Si je peux répondre, en fait, c'est que elle a fait 8 activités, donc elle a dû faire une rando en plus un peu longue, là, le jour de la reconnaissance du parcours. Donc, du coup, il y a des moments donnés dans la séance, il y a une partie aussi où elle va randonner. Donc, elle fait pas mal d'heures de rando dans la semaine. Ok. Là, vous avez le planning, les séances qu'elle a fait, et elle a certainement dû mettre un peu de la rando en plus. Voilà. Du coup, euh, la, la semaine d'un coureur qui prépare le championnat de France. Donc, c'est pour moi la même structure, on va dire. Donc, vous voyez que le lundi, on est sur de l'endurance, évidemment. Donc, selon les athlètes et le nombre de fois qu'ils s'entraînent, ça va être soit un footing, soit du repos. Donc là, le mardi, on va être sur une VMA courte. Donc, dès 40 secondes avec une récup de 20 secondes, même pour, on va dire, les loisirs, la récupération ne sera pas bien plus importante.
L'idée étant de bien être à 100% et de repartir sur chacun des parcours avec une fréquence cardiaque assez élevée pour arriver à travailler à fréquence cardiaque max au moment où je travaille à 100% de VMA. Vous voyez que la séance du jeudi, je la fais aussi pour les athlètes, on va dire, qui préparent les championnats de France en club, niveau régional, font aussi cette séance puissance. Alors, il faut être très, très prudent sur le risque de blessure. Il faut faire cette séance, évidemment, en arrivant sans douleur et un peu reposé. Et évidemment, il faut donner des consignes assez claires aux athlètes qui se connaissent moins des fois que les athlètes de haut niveau. En cas de douleur, bah, d'arrêter tout de suite la séance, évidemment. Mais aussi, je ne fais jamais faire ça en groupe, ou si on a un groupe, on part individuellement et chacun fait son effort. Parce que si on fait un groupe en club, bien souvent, ça part un peu en compétition et là, on a vraiment un risque de blessure et ce n'est pas du tout le but du jeu. Voilà. Et sur la séance spécifique, vous voyez là, le samedi, ma dernière séance spécifique, elle est entre 8 et 10 jours. Donc, on peut la placer le jeudi ou le samedi avant la compétition. Donc là, c'est des côtes de 5 minutes en côte. Vous voyez, le même type de séance que Christelle a fait là, sur sa semaine aussi de spécifique. Voilà. Donc, vous voyez que la structure, on peut retrouver exactement le même type de séance avec euh, des séances évidemment moins longues et les jours intermédiaires où il y a du repos ou de l'endurance. Donc là, je vous ai mis une semaine spécifique avant les championnats d'Europe à Zermatt. Donc le championnat de France est passé. Et là, c'est la semaine que Christelle a fait avant les championnats d'Europe, où on était en stage avec l'équipe de France. Donc, une séance spécifique avec, vous voyez, beaucoup de changements de rythme et de durée d'effort. Donc, ça a commencé par 6 minutes avec une côte pente facile avec 2 allures dans les 6 minutes. Donc, c'était un peu nos 10 minutes à 85% qu'on a vu sur certains échauffements. Bah, il se terminait là par 6 minutes. Donc, il faisait 20 minutes un peu sur le plat et les 6 dernières minutes de l'échauffement en 2 temps. Ce fameux travail d'alternance marche rapide avec une récup, là, vous voyez qu'on est passé de 40 à 40 secondes avec 20 secondes de course lente. Donc, cette fois, à nouveau, 3 fois 45 secondes avec 15 secondes. Et après, on est passé en course avec 6 fois 1 minute à 90%. Et là, la récup se faisait à la descente. Et on a fini par un dernier parcours, un peu comme au début, avec 2 temps, en partant plus haut, évidemment, pour finir avec des intensités plus élevées. Vous voyez, une séance, on est en stage, hein, donc évidemment, on a une grosse séance de spécifique dénivelé. Le mardi, c'était plutôt de l'endurance avec un dénivelé et du renforcement musculaire, plutôt du haut du corps l'après-midi, des étirements et de la prépa mentale. Parce qu'on avait, pendant ce stage, on avait la chance d'avoir quelqu'un qui venait pour nous faire de la prépa mentale. Le mercredi, on a fait une PMA, donc en côte. Donc là, quand on fait de la PMA, moi, j'aime bien faire la PMA sur des côtes routes. Pourquoi? Parce que si on fait un chemin, on doit se préoccuper aussi de ses pieds. Et l'idée, c'est justement de ne pas se préoccuper des trous ou des cailloux sur des chemins. Donc, je préfère que ça soit sur la route. Donc, dès que vous avez chacun a une petite pente route, on peut choisir des pourcentages plus ou moins pentus. Et donc là, on avait fait un choix d'une pente douce au début et une pente plus élevée à la fin du parcours à chaque fois. Donc, je vous laisse regarder un petit peu les séances. 12 minutes, augmentation des rythmes progressifs jusqu'à 85%. C'est le fameux échauffement un peu
un peu plus poussée, donc 25 minutes et plus 12 minutes. On avait fait un petit peu de technique de course qui a duré un petit peu longtemps quand même sur cette séance. Et derrière, de la PMA. Alors, 3 séries. Ce qui est important de retenir, c'est que la récup était active à la descente, en fait. Et ça a même posé question à certains athlètes de l'équipe de France qui n'avaient pas l'habitude de faire une récupération active. Donc l'idée, c'était par exemple sur les 1 minute de redescendre en 1,10. Donc c'était une contrainte supplémentaire. Et pour moi, c'était d'obliger les athlètes euh, à, euh, à ne pas redescendre trop en fréquence cardiaque pour repartir. Voilà. Donc après la semaine de Christelle, elle avait prévu un KV à Chamonix. Donc c'était une compétition 10 jours avant le championnat d'Europe. Donc qu'elle court en 39,53 après le stage. Donc c'était voilà. Alors pourquoi une compétition là? On a autorisé parce que on s'est dit c'est en montée, c'est un KV, y a moins de risques. En plus, elle connaît bien ce type de parcours, donc on a laissé Christelle courir ce KV à 10 jours du championnat d'Europe. Donc, le déroulé d'un championnat ou d'une course en club, on va dire. Ce qui est important, et moi, dans mon expérience, et pour chacun des coureurs, que ce soit un loisir, que ce soit un compétiteur qui va préparer le championnat d'Europe, c'est toujours important pour chacune des épreuves, de fixer un objectif, voire des objectifs pour la course et des stratégies de course. Donc, euh, donc la semaine qui précède, pas de séance de fractionné ou footing ou randonnée. Donc ça, c'est Christelle qui a fait ça. Donc en club, on a la même pratique, hein. Avant un championnat ou avant une course importante, on va faire peut-être un petit rappel de VMA. Notre séance spécifique, comme on a vu 10 jours avant, l'objectif. Et après, on doit pas faire l'erreur évidemment, de faire des efforts qui ne vont rien apporter dans la préparation. Et bon, on voit en club, il faut vraiment briefer en club, hein, parce que moi, j'ai vu des athlètes faire un semi-marathon le lundi qui précède la compétition d'un semi-marathon pour tester s'ils sont capables de faire le semi. Donc, vous voyez la catastrophe. Donc, bien dire que la dernière semaine est importante. Et même chez le sportif de haut niveau, c'est important de le rappeler. Parce qu'on a toujours des sensations un petit peu bizarres une semaine avant la compète et on aurait tendance à vouloir se tester. Donc la reconnaissance du parcours, évidemment, euh, pour les athlètes régionaux, pour les athlètes internationaux, je dirais que c'est très important, quand c'est notre objectif, de pouvoir essayer de faire la reconnaissance. Voilà. Donc là, la reconnaissance du parcours avait été faite le jeudi avant la compétition du dimanche. Et puis, elle était arrivée un peu plus tôt parce qu'il y avait aussi la question de l'altitude à Zermatt. Donc, les conseils de la veille. Donc, ça, c'est pareil. En club, qu'est-ce qu'on dit à l'athlète avant le jour J? Donc, un petit peu la stratégie de course. Donc là, le départ étant un petit peu sur de la route montante et ça allait partir assez vite, on avait décidé de partir plutôt prudemment pendant 2 kilomètres pour ne pas s'étouffer tout de suite, sachant qu'il y avait des coureurs qui allaient partir assez vite. Donc la gestion de la course, euh, on avait préconisé de rester plutôt tranquille dans la première moitié, sachant que la deuxième moitié de course était plus favorable à Christelle, c'était plus pentu, et du coup, elle pouvait faire une différence sur la deuxième partie, ce qui a été plutôt payant parce qu'elle finit troisième. Donc, elle est partie un peu dans le peloton dans les 10 premières au départ, et elle finit troisième de ces championnats d'Europe. Donc après, suite, on va dire, à un championnat, il y a toujours les perspectives. Pardon, je suis allé trop vite. Les perspectives, c'est toujours important de. Donc, il y avait les championnats du monde. Approcher les 33 minutes au KV.
et toujours se faire plaisir. Voilà. Donc en club, c'est toujours aussi pareil avec les athlètes, que ce soit du loisir ou de la compétition régionale, si je peux le dire comme ça, on fait toujours un bilan de la saison et on demande toujours les perspectives. C'est important d'avoir cette approche. Et pour certaines courses, comme l'ultra, donc nous, j'ai des coureurs qui sont loisirs, hein, qui ont comme objectif de faire un ultra. Alors, ça peut être un 80 km, aussi bien la Diagonale des Fous ou l'UTMB. C'est des objectifs qu'on prépare sur 2 à 3 ans. Donc, premièrement, parce qu'il faut faire les points pour se qualifier. Et deuxièmement, parce que ça demande du temps et mentalement et physiquement pour se préparer. Donc, vous voyez qu'en club, on peut avoir cette approche d'objectif sur 2 à 3 ans, comme on peut l'avoir sur le haut niveau. Je ne sais pas si, Laurence, tu veux qu'on fasse déjà des questions-réponses là. Oui. Alors, il y avait déjà une question par rapport au pourcentage de pente que tu utilises. Est-ce que tu peux préciser un petit peu par rapport au type de séance, voire revenir un peu en arrière si tu veux remettre, Ouais, illustrer avec tes plans? alors, hop, 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 je reviens un petit peu. Donc, par exemple, sur les côtes, on va dire en PMA, sur des côtes de 40 secondes, on va être de 15 à 25% maximum, parce que 25% c'est déjà beaucoup, mais même si on a du 10%, c'est bien. Voilà. Après, sur les côtes spécifiques, sur le spécifique, là, par exemple, sur le samedi, là, on va essayer de s'approcher. Nous, on a la chance à Grenoble quand même d'avoir tous les terrains. Donc, après, c'est peut-être pas partout dans les régions pareil. On essaye de s'approcher des pourcentages et du type de terrain qu'on va avoir à la compétition. Voilà. L'objectif, c'est sur le spécifique. Euh, c'est de se rapprocher du type de terrain. Donc voilà, si on sait que ça va être des pentes un peu avec des singles, on va les travailler sur les singles. Si on sait que ça va être un peu plus large, du chemin un peu plus carrossable, on va essayer d'aller travailler. Voilà. Mais l'idée est toujours de toute façon, moi ce que je dis aux athlètes, c'est de changer de lieu et de changer de repère. Donc, pas aller à chaque fois dans la facilité, dans le pourcentage et dans cette côte, la même côte tout le temps. Donc, vraiment, beaucoup varier les parcours et varier aussi les côtes choisies pour l'entraînement. Alors, il y a une autre question qui correspond, je les prends un petit peu dans l'ordre. Ouais. Donc, quelqu'un qui se demandait comment tu pouvais gérer avec du loisir 3 séances à haute intensité, comme tu l'as mis dans ton programme, voilà, dans le programme Ah là. oui, oui, dans cette diapo-là, là on est en phase terminale et on parle d'un coureur club qui va participer au championnat de France. Donc, les athlètes en club qui participent au championnat de France, on va en début de saison, on est à 2 séances par semaine de fractionner et on passe à 3 semaines sur les phases spécifiques. Après, le coureur loisir, lui, il est à 2 fois par semaine. On essaye de faire 2 fois. Et puis, je ferai voir tout à l'heure aussi un autre mode de fonctionnement pour les loisirs sur les expériences. Mais oui, oui, peut-être que c'est surprenant, mais oui, on fait le choix. Alors, des fois, la séance pour un club, elle est décalée au dimanche, hein. On fait mardi, jeudi, dimanche. Et souvent, le dimanche, ça peut être un peu de l'endurance active aussi. Voilà. Pour ne pas faire un footing linéaire et toujours cadrer aussi un petit peu certains moments dans l'entraînement où je m'aperçois que ils partent sur le footing et des fois en groupe et puis ça peut dégénérer un petit peu en compétition. Donc si jamais ils ont des allures un petit peu d'intensité prédéfinies, donc le footing est un petit peu plus cadré, on va dire. Voilà. Pourquoi ce choix? Alors, il y a une question par rapport à deux questions, hein. Donc, une question par rapport à l'altitude et une question par rapport à la gestion quand tu as parlé de programmation sur 3 ans. Alors, la première question par rapport à l'altitude, comment tu envisages la préparation aux épreuves compétitives en altitude quand les personnes ne sont pas justement ne sont pas dans des milieux où ils peuvent s'entraîner en altitude, quoi. Bah,
En fait, c'est vraiment selon la disponibilité. Là, elle avait fait le choix, Christelle, de pouvoir arriver pratiquement une petite semaine avant. Alors après, je ne suis pas sûr que ça a une grosse incidence sur l'adaptation, on va dire. Je suis pas sûr. Il faudrait vraiment faire des stages. On préconise des stages de 3 semaines, hein, pour faire de l'adaptation à l'altitude. Donc, non. Après, pour ceux euh, qui peuvent pas aller en altitude, voilà, on arrive le jour de la compétition, on sait qu'il y a certains athlètes où ça leur pose problème, euh, mais j'ai pas de solution miracle, je dirais, voilà, à part aller faire 3 semaines de stage, mais on va pas aller faire 3 semaines de stage, et même les sportifs de haut niveau, des fois, ne peuvent pas avoir ce temps pour le faire. Donc là, c'était plus, voilà, une petite adaptation. Je ne sais pas si vraiment c'est plus mental que physique. Et tu avais une deuxième question, pardon? Alors, on a une question, oui, de Sandrine qui vient de La Réunion et donc forcément qui est au fait du Grand Raid, donc qui fait 160 km et qui fait la remarque, pourquoi toi tu préconises une préparation sur 2, 3 ans alors que certains se préparent pour le Grand Raid en une année seulement. Mais je pense que tu voulais parler d'objectifs à moyen terme et c'était pas forcément la préparation à un événement. Je te En laisse. fait, moi, ce que je dis aux athlètes euh, qui commencent au départ, bon, rentrent au club, courent 1 heure, et puis peu à peu, bon, font un 40 km, et puis ils font un 80 km. Et moi, je dirais, je me permets de leur demander un peu leurs rêves. Parce que souvent, il y en a, ils avouent pas tout de suite qu'ils ont envie de passer sur un ultra. Et certains disent, bah si, voilà, mon rêve, c'est de faire la Diagonale des Fous, ou c'est de faire l'UTMB, bien souvent c'est ça, ou un 80 km pour certains. Et du coup, bah, en fait, pourquoi on dit 2, 3 ans? Parce qu'il y a dans certaines courses comme l'UTMB, bah, il faut faire des points. Donc ça veut dire qu'il faut faire plusieurs ultras avant. Donc on imagine bien que ça ne va pas être l'année de l'UTMB où on va courir plusieurs ultras. Voilà. Du coup, c'est cette préparation, même si chacun des ultras est différent, hein, et une expérience différente, ça permet de commencer à faire des courses à 60 ou à 80 km, déjà qui sont des courses contraignantes, où on va tester à la fois, on va dire, ben, sa capacité, hein, savoir si on est capable mentalement et physiquement de faire cet effort-là. Et puis aussi, ce qui est la particularité de l'ultra, d'être capable de se ravitailler, parce qu'on sait qu'à l'UTMB, il y a à peu près 20% des abandons, pardon, qui sont dus au fait que les athlètes n'arrivent plus à manger. Donc tout ça, voilà. Et donc c'est des préparations sur au moins 2 ans pour arriver à l'objectif. Évidemment, un athlète expérimenté qui a déjà pas mal de courses à son compteur pourrait peut-être se dire oui. Après, la préparation terminale, évidemment, la préparation terminale d'un ultra, elle est sur 8 mois à peu près de préparation, 8 à 9 mois de préparation. Voilà, sur ce que je fais comme planning. Ok. Une question par rapport à la préparation physique générale. Tu n'en fais plus en semaine spécifique? Point d'interrogation, une question de Daniel. Si elle est pas notée, elle est pas notée. Après, ce qui se passe, c'est que euh, euh, on fait, surtout là, vous voyez cette semaine-là où on a fait un peu de puissance maximum, on va axer le renforcement musculaire plutôt du haut du corps. On va éviter un peu tout ce qui est bondissement, et voilà, ce qu'il faut, c'est allier à un moment donné. De pas justement justement musculairement, et surtout sur les loisirs ou les coureurs clubs qui s'entraînent 4 à 5 fois, de faire attention à un moment donné de pas travailler à nouveau les jambes lorsqu'on a déjà des séances et de la fatigue musculaire. Voilà, il faut faire attention, du moins moi je préconise ça. Et du coup, en phase terminale, on va dire, évidemment, on va être plutôt sur le haut du corps, et on va peut-être enlever les bondissements. Ok. Une question par rapport à donc la période, le développement de la VMA dans la période spécifique.
Donc toi, tu l'as maintenu en fait en période spécifique, mais quand tu fais vraiment un cycle de développement de la VMA, qu'est-ce que tu proposes comme semaine type? Qu'est-ce que je propose comme ça? En semaine type, en fait, sur une période, on va dire, on a déjà repris, on va commencer la VMA. Donc, on va proposer classiquement une VMA courte avec l'idée dans les premiers entraînements, de retrouver sa vitesse, hein. C'est la vitesse cible de VMA, hein. Donc, on sait que sur les premières séances, c'est un peu compliqué. Donc, on va jouer sur une récup un peu plus longue pour pouvoir permettre sur les premiers entraînements de retrouver cette vitesse-là. Cette VMA courte, elle va évoluer dans le temps où on va changer un paramètre, on va diminuer la récupération. Dès qu'on a atteint cette vitesse, prenons l'exemple, on fait des 300 mètres. Si la vitesse cible, c'est 1 minute aux 300, au départ, peut-être que je vais avoir des difficultés à courir en 1 minute. Je mets une récup un peu plus importante d'une quarantaine de secondes. Et puis, une fois que je suis arrivé à courir en 1 minute, à ce moment-là, je vais diminuer ma récup. Après, je vais jouer sur la longueur des parcours aussi. On va être sur des 150, 200, 300 et je peux monter à 400, 500, 600. Voilà. Avec toujours, voilà un petit peu les paramètres. Sur la deuxième séance, on va être sur de la VMA qu'on peut appeler longue, sur des efforts entre 88 et 92%. Donc, des séances au départ de 4 à 3 fois, 4 à 3 fois 3 minutes, par exemple. Et puis, on peut finir par des séances jusqu'à, pour des athlètes expérimentés, 4 fois 2 km. Voilà. Et on a derrière, souvent, comme je disais, pour certains athlètes, le dimanche, une endurance active. Donc, on alterne de l'allure, une semaine sur deux, de l'allure de semi. Donc, sur des efforts un peu continus, par exemple, 3 fois 10 minutes allure semi, à, par exemple, une fois 30 minutes ou une fois 40 minutes allure marathon. Voilà, donc une grosse partie de ce travail-là, VMA courte, VMA longue et des allures un petit peu, on balaye aussi voilà. Et après ces cycles de VMA, moi, lorsqu'on a déjà voilà, fait un ou deux cycles de VMA, je vais intégrer aussi, même pour le coureur de trail ou de montagne, quelques séances évidemment de puissance. Donc là, on voit que j'avais fait de la puissance sur des côtes, mais on peut aussi le faire sur vélo, hein, ce travail de puissance, et aussi de capacité lactique. Donc intéressant aussi ce travail de capacité lactique parce que, donc je donne un exemple, la dernière séance par exemple de Julien Rancon la semaine dernière, 6 fois 1 minute 20 avec 45 secondes de récup entre 105 et 107%. Donc voilà, du coup, il n'est pas allé tout à fait au bout de la séance, mais c'est gage de réussite parce que justement, on travaillait sur l'acidité. Donc, elles sont aussi intéressantes parce que de supporter et de changer de filière, mais aussi de courir vite aussi et plus vite qu'à VMA. J'espère que j'ai répondu, je ne sais pas. D'autres questions, Laurence? Oui, donc une autre question par rapport à la récupération. Quel est le contenu de tes semaines? Donc une question d'Alexis qui demande le contenu des semaines de récup ou de régénération. Donc, la semaine de récupération, on va dire, on aura tout le début de la semaine, c'est-à-dire qu'on a fini la semaine d'avant. Tout le début de la semaine, ça sera soit repos, soit footing. Donc, l'idée, c'est que dans la semaine, un athlète qui court 5 fois, pour donner un cas concret, il est au moins dans cette semaine-là, il va s'entraîner 3 fois. Ça va être une fois 40 minutes, peut-être une fois un petit peu du vélo. Et puis peut-être en fin de semaine, on refera un petit peu d'endurance active. Voilà. Donc l'idée, c'est vraiment qu'il y ait des jours complets de repos, parce qu'on a aussi des super actifs même en club, hein. Ils disent non, mais je suis en semaine de récup et puis ils vont faire du ski ou du vélo. Donc l'idée, c'est qu'il y ait vraiment des jours de repos et que les footings soient courts. Voilà. Ça va être ça peut aller de 30 à 1 heure grand maximum pour un footing dans ces semaines-là. Voilà.
et on ne va pas faire de renforcement musculaire spécialement. Voilà. L'idée, c'est de bien couper et pas de fractionner à tout prix dans la semaine. Une question de Pascal par rapport au dénivelé. Donc, quand tu utilises des pourcentages de côtes différents, est-ce que tu as des consignes différentes par rapport donc pour tes athlètes? Donc, pour le travail de dénivelé, alors là, on ne voyait pas sur ces séances-là parce que j'ai travaillé en durée. Je travaille aussi en dénivelé. C'est-à-dire que les athlètes ont des montres, maintenant, aujourd'hui, on a tous des montres GPS qui vont bien. Et donc, on peut être amené aussi à travailler en dénivelé. Alors, comme ça permet aussi d'avoir une autre approche et donc plus sur la durée, mais sur le dénivelé avec des pourcentages différents. Je ne sais plus, Laurence, excuse-moi la question. La question, c'était pour savoir si tu as des consignes différentes, vu que les pentes sont, tu peux passer de 10% à 25%. Quelles sont les consignes plus techniques peut-être que tu donnes aux athlètes par rapport à la gestion de la pente? Donc, en fait, sur la gestion de la pente elle-même, en fait, pas spécialement sur si la pente est en continu et qu'il y a des changements de rythme. Les seules consignes, là, je ne serai pas sur la technique. Les seules consignes, c'est l'idée, c'est de garder une intensité identique. Alors, ça se dit comment sur le terrain? Ça se dit qu'en fait, en termes de respiration, même si la pente s'élève, je dois rester toujours dans ma respiration identique avec la pente plus faible. Et donc, en fait, évidemment, il y a une adaptation de la foulée qui va être plus courte, mais ça va devenir naturel, voire de la marche. Euh, et c'est plutôt voilà, cardiaque, sensation, et surtout, on va dire, respiratoire, qui va faire, qui va entre les consignes. Les consignes que je donne plutôt techniques, c'est les consignes dans l'enchaînement on va dire, de montée-descente. Sur certains entraînements un peu spécifiques où on travaille l'enchaînement montée-descente, euh, une première consigne en haut de la côte qui va être, dans un premier temps, de se redresser. Alors, selon les athlètes, ils vont être plus ou moins penchés, de se redresser et dans les premières foulées de la descente, plutôt se préoccuper de la respiration et de recaler une respiration complète. Parce que des fois, on arrive un peu asphyxié en haut de la côte. Et donc, on respire plutôt du haut du corps à partir du diaphragme. Et là, on va essayer d'ouvrir aussi au niveau du ventre. Donc, c'est la première consigne. Et en fin de descente, quand on va repartir pour une montée, pareil, je demande un petit peu, quand on sait qu'on va repartir, de ralentir légèrement en fin de descente et surtout de repartir, je dis doucement. Alors, je dis pourquoi volontairement doucement, parce que on a tendance, après de la descente ou du plat, à repartir assez vite et on se fait un peu piéger au niveau du cardio. Au bout de 1 minute 30 à 3 minutes, selon les coureurs, et ben en fait, c'est à ce moment-là qu'on s'aperçoit qu'on est parti trop vite. Donc, la consigne, c'est vraiment vous redémarrez tranquille et vous faites un point au bout d'1 minute 30, pour voir comment vous êtes au niveau cardio et respiratoire, si vous n'êtes pas parti trop vite. Voilà. Parce qu'on a toujours tendance à l'alternance de repartir. Et donc, à chaque fois, en fin de descente, en haut de montée, on souffle un bon coup. Et mentalement aussi, on se dit, tiens, on repart sur un effort différent aussi. Et je pense que c'est important. On a fait l'expérience, je pense, avec Laurence aussi, avec les cadets, sur la Coupe du Monde cadet, où on coupait la course comme ça, en disant, voilà, en haut de la montée, vous avez fait une première partie, vous soufflez un coup et vous attaquez la deuxième partie de course qui est la descente. Alors, une question de Olivier, mais comme elle est un petit peu longue, hein, et peut-être tu lui laisses la parole si Olivier, tu peux réactiver ton micro pour réexpliquer. Oui, bonjour, enfin bonsoir à tous. Oui, ça concernait justement la question de la semaine dite de récupération ou régénération. Au vu des intensités, disons, proposées, souvent on préconise justement une montée en intensité et un peu en volume, à savoir que si on considère, on va dire, un niveau 1, niveau 2, niveau 3, ensuite, lorsqu'on fait la semaine dite de régénération ou récupération, on descend à un niveau 2 pour ensuite remonter à un niveau 3, 4, en fait, faire progresser, on va dire, jusqu'à un objectif fixé, avec ensuite, au final, on va dire, de l'affûtage.
Là, l'annonce qui est faite, je trouvais qu'au vu des intensités proposées, la partie dite de récupération-régénération était quand même très basse par rapport aux intensités qui avaient été fixées. Oui, 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 oui. Moi, je considère que la semaine de récupération, on récupère et en fait, là, ça va être vraiment propre à chacun des athlètes aussi et des coureurs de baisser. Donc, si on est, on va dire, sur certains programmes, par exemple pour le trail, où je fais aussi sous le programme d'entraînement, là-dessous, là, je ne sais pas si vous voyez ma souris, je fais un petit schéma avec la montée en puissance de chacune des semaines. Donc en fait, la semaine, évidemment, de récup, elle plonge. Et quand je repars sur le cycle d'avant, je repars un cran un petit peu en dessous de la dernière semaine du cycle précédent. Mais par contre, et donc je monte en escalier. Je ne sais pas si c'est assez visuel ce que je dis. C'est que je monte en escalier, voilà. Mais la semaine de récup, pour moi, elle est importante que ça coupe selon les athlètes. Ils ont besoin aussi de vider et de plus être sur des séances et de récupérer. Et ça, cette expérience-là, je vous la partage. Ça a été, par exemple, pour Julien Rancon, qui est vice-champion du monde de trail, et quand on a fait sa préparation pour les championnats du monde, il avait ce type de semaine-là, hein. Vraiment des semaines très, 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 très light. Voilà. On a eu des semaines, voilà. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Je trouve que c'est pas mal. Ça évite un petit peu aussi peut-être les blessures. Ça rejoint ce que tu disais, Olivier, hein, dans le sens où effectivement, à chaque cycle de 3 semaines, tu repars un petit peu plus haut à chaque fois pour aller jusqu'à ton objectif, sauf qu'effectivement, la récup, elle est vraiment, il faut vraiment avoir cette alternance avec les récup qui restent vraiment de régénération, quoi. Ouais, si je peux Oui. aussi reparler du choix de 3 semaines, de temps en temps, j'ai des cycles de 4 semaines parce que dans la planification, c'est un peu compliqué, mais 4 semaines déjà, on s'aperçoit que quand on est à 4 semaines, c'est très long. C'est très très long, même pour l'athlète de haut niveau, c'est très très long, 4 semaines. Et vraiment, 3 semaines, je trouve que c'est le bon compromis sur le fonctionnement. Voilà, dès que je mets 4 semaines, j'essaye voilà, de faire attention. Parce qu'après, derrière, il faut pas qu'on se blesse et qu'on reparte mal. Alors, une question de Marc-Édouard qui pose la question si tu fais pas du tout de côte pendant le cycle de VMA. Si, alors voilà, en fait, pour le coureur de montagne, pour le coureur de trail, ou le coureur de trail, souvent, il en fait toute l'année, mais le coureur de KV ou de montagne, moi, je m'étais aperçu, donc je vais vous donner le cas concret de Julien Rancon, quand j'ai pris cet athlète sur l'entraînement, je m'étais aperçu que pendant l'hiver, justement, ce travail de VMA a été fait, mais il abandonnait un petit peu tout ce qui était côte et footing, on va dire, avec du dénivelé. Donc, je pense c'est pour moi pas imaginable de ne pas avoir des rappels, évidemment, du dénivelé. Donc, en fait, il y a souvent, dans chacune des semaines, il y a souvent un travail de footing minimum où on met du dénivelé. Donc, mais ils doivent le faire en footing, dans l'intensité lente, mais pour toujours garder ce contact avec le dénivelé. Voilà. Ok. Il parlait, donc cette même personne, donc Marc-Édouard, parlait de VMA ascensionnel. Est-ce que c'est un repère pour toi? Est-ce que tu utilises la VMA ascensionnelle? Est-ce que tu la mesures? Non, je la mesure pas. Non, je l'utilise pas spécialement. Je suis plutôt sur l'intensité en fait de l'effort. Alors après, on a essayé de tester avec Julien Rancon. Il y avait des capteurs, mais j'ai pas l'impression que ça soit super au point qu'on mette à la chaussure et puis ça recalcule. On essayait de voir si on pouvait faire quelque chose comme en vélo pour calculer la puissance, mais c'est pas encore, on va dire, très très au point. Voilà. Alors, une autre question par rapport à la technique en descente, hein. Quels sont tes conseils aux athlètes pour bien descendre?
Donc la technique en descente, pour faire un parallèle avec les vététistes, en fait, voilà, du coup, c'est un petit peu le même type d'entraînement que le vététiste. En fait, on va prendre des tronçons. Donc l'idée, c'est premièrement d'être frais, c'est-à-dire que quand on sait qu'on va faire un travail de descente, on a besoin de fraîcheur. Donc, dans un premier temps, dans la progression en club, hein, par exemple, ou même avec des gens en loisir, il y a premièrement à appréhender la descente. Donc, selon le type de coureur, on va prendre premièrement un chemin, on va dire, sans trop d'obstacles, assez carrossable à la descente. Et on va travailler deux choses. La première, on va dire la posture, donc en descente où on va pouvoir laisser aller, c'est-à-dire qu'on va légèrement engager les épaules vers l'avant, si je peux le dire comme ça, et on va dérouler la foulée. Et on va faire un travail sur des périodes de 10 à 15 secondes maximum où on laisse aller, et des périodes où on va aussi travailler la posture de comment je viens freiner avec pratiquement une pose un peu sur le talon, avec les épaules légèrement sur l'arrière et gainer. Voilà. Donc en fait, on va apprendre à accélérer un petit peu vers l'avant et à freiner, parce que c'est ça la problématique de la descente du coureur aussi, c'est aussi déjà dans un premier temps savoir comment je vais m'arrêter. Parce que ce n'est pas l'essentiel de se lancer vers l'avant. Donc cette technique-là, en fait, c'est déjà voilà, une position du corps par rapport à la descente. Après, sur les entraînements, une fois qu'on a un petit peu compris ça, on va évidemment changer les pentes. Hein, comme je vous dis, on alterne et puis on va passer sur des pentes plus ou moins techniques. On peut venir aussi travailler, je l'ai eu fait avec des athlètes sur des trajectoires. Quelle est la meilleure trajectoire? Donc la lecture du terrain, parce que ça c'est aussi important. Hein. Il faut anticiper, hein, c'est pour ça que je fais le parallèle du VTT. On arrive et il faut anticiper une trajectoire et faire un choix. Et peut-être pas faire le choix du coureur de devant. Donc toujours être maître d'où on va passer. Et après, il y a le travail musculaire. Alors moi, je ne suis pas un adepte d'en faire beaucoup. Donc, on va peut-être en faire en phase spécifique quand on sait qu'on a une course montée-descente. Et là, on va travailler spécifiquement voilà, ce travail-là. Donc, en montagne, c'est évident qu'on descend à des allures supérieures à la VMA. Donc, il y a évidemment un gros travail. Donc, on va le travailler à la fois spécifiquement dans des entraînements montée-descente qui vont ressembler aux efforts de la compétition. On va pouvoir aussi le travailler avant sur toute la préparation physique et la préparation orientée. Hein. On peut travailler ce travail d'excentrique en salle, on peut dire, ou sur des escaliers. Donc voilà, l'idée étant évidemment, ce travail est très exigeant et qu'il faut arriver avec de la fraîcheur et il faut mettre de la récup derrière pour tout ce travail de descente. Après, quand on est sur les trailers un peu plus longs, évidemment, le fait déjà de faire 1000 mètres de dénivelé à l'entraînement, il va falloir les redescendre. Donc déjà, vous voyez qu'on va habituer son muscle à descendre. Et plus le trail est long, on va dire, évidemment, il y aura cette capacité à encaisser tout ce travail d'excentrique, mais ce n'est pas non plus dans des autres intensités comme on peut trouver en course de montagne ou sur des courses d'une heure où on alterne vraiment des descentes à très grande vitesse. Donc voilà. Du coup, je pense qu'il faut alterner de la technicité pour les débutants. Pour les experts, on peut travailler les trajectoires, faire des choses beaucoup plus techniques sur des terrains plus pentus, caillouteux. On alterne avec du travail spécifique et on fait beaucoup de renforcement musculaire. Voilà. Et du haut du corps et du travail en excentrique aussi. Alors, il y a une question de Yves par rapport au test. Est-ce que tu prévois des séances tests? Alors en club, on fait tout simplement un test VMA. Donc moi, je prends, j'aime bien le Vosna. Je ne sais pas s'il est connu. Laurence, elle le connaît évidemment, mais je ne sais pas si elle est connue. C'est un test où on commence à petite intensité sur des paliers de 3 minutes où on court. En club, on peut commencer à 7-8 km/h. Après, avec des coureurs expérimentés, on peut commencer à 11 km/h. Le palier est constant, c'est-à-dire que
dès qu'on démarre les 3 minutes, on court tout le long à 8 km/h. On a 1 minute de pause, après on court à 9, et ainsi de suite. Voilà. Donc ce test-là, moi je l'aime bien parce que j'aurais tendance à dire qu'il ne surestime pas trop par rapport à d'autres tests. Voilà. Et après, l'idée, c'est de faire ce même test pour toujours avoir la même base. Voilà. Après, il y a quelques séances, évidemment, au fur et à mesure, on va dire, de séances de VMA. On réajuste un petit peu la VMA, on peut la réajuster à ce moment-là. On voit que la vitesse a augmenté et on réajuste ici. Voilà, voilà un petit peu pour les tests. Il n'y a pas de test dans les autres secteurs? Dans les autres secteurs, Bah, en montée ou la montagne, voilà, ouais. non, pas spécialement. Non, moi, je ne fais pas faire spécialement de tests. T'as pas de séance type? Non, en fait, après, ça va être des séances spécifiques type, on va dire. En fait, pour mes séances un peu type, c'est des séances, quand je vais repartir là, par exemple, là, sur ce schéma-là, sur le spécifique, là, ici, euh, quand je fais mon planning, sur le spécifique, je mets ma séance cible que je veux atteindre. Et donc après, je pars dans l'autre sens pour venir jusqu'au départ, pour me dire qu'est-ce qui va m'amener à cette séance cible-là. Donc, selon le type de course en montagne, si c'est une course en côte, quelle est ma dernière séance spécifique? Alors, ce n'est pas une séance test plutôt, mais c'est plutôt ma dernière séance spécifique que je veux que l'athlète atteigne. Et quand il va réaliser ça, je sais qu'il sera prêt pour la course. Voilà. Donc, j'ai le même type d'approche, on va dire, pour la VMA. C'est-à-dire que la VMA, quand je dis que je fais un travail de VMA, ben, je vais me dire, par exemple, que l'objectif est atteint quand mon athlète fait 4 fois 1000 ou 5 fois 1000 à VMA. Voilà, ça peut être l'objectif. Et après, je vais partir en marche arrière pour me dire comment j'arrive à cette séance-là. Voilà un petit peu comment je fonctionne. Mais je n'ai pas de séance test précisément là-dessus. Ok, Je me donc, sers plutôt des compétitions qui seront les tests en fait. d'accord. Après, pour les compétitions, on peut en parler un petit peu. Quand je parlais de dire à tous les niveaux, et moi je vois en équipe de France, parce qu'on côtoie pas mal d'athlètes et surtout aussi des jeunes, c'est important qu'ils aient l'habitude d'avoir, on va dire, une stratégie de course et des objectifs dans la course. C'est-à-dire que même si c'est une course préparatoire, qu'est-ce que je viens faire à cette course? À part évidemment l'envie peut-être de la gagner ou de finir 10e ou je ne sais pas, voilà. Mais à quoi elle me sert par rapport à mon objectif? Voilà. Est-ce que si je suis un athlète qui part, qui a tendance à partir doucement, est-ce que je ne prendrais pas cette course pour préparation pour me dire, bon, ben là, je me fais un gros départ? Ou des athlètes qui sont un peu en milieu de course, un peu mou, qui ont du mal. Voilà, on peut se donner des objectifs et c'est important à la fois de mettre des objectifs, on va dire, partir vite, ainsi de suite, mais aussi, vous pouvez aussi, on le fait bien, de mettre des objectifs, des repères visuels quand c'est possible. Hein. Alors en cross, c'est facile. Sur certaines courses de montagne, on peut. Et quand l'athlète se dit, putain, à ce moment-là, pardon, à ce moment-là de la course, j'ai vu ce repère-là, on a décidé qu'à partir de là, ben voilà ce que je fais. Par exemple, on l'a fait, Laurence pourra en parler avec les cadets là, qui sont à la Coupe du Monde. On a dit à partir de cet endroit-là, ben, vous mettez dans la tête que personne ne vous double. Et en fait, on s'aperçoit que le mental aussi joue beaucoup. Donc, c'est important d'avoir un plan de course. Voilà. Et puis, que chacune des courses vienne mettre une pierre à l'édifice. Voilà, du coup, et une stratégie. Ok. Donc, on va peut-être passer à la deuxième partie. Et puis, si Ouais, j'ai encore des questions sur l'entraînement, on reviendra en arrière. d'accord. Donc, Ah, il y avait, attends, excuse-moi. ouais, vas-y.
Il y avait une question de Franck. La grosse semaine du plan ne doit pas être au-delà des 20. Est-ce que Franck, tu peux préciser ta question? Excuse-moi, je crois que tu n'arrives pas à la copier en entier. Est-ce que tu peux réouvrir ton micro? Oui, tu m'entends? C'est juste pour savoir si la grosse séance doit être du plan, elle doit être dans les 20 derniers jours avant l'échéance. Alors, moi j'ai deux approches, on va dire, on va dire une règle pour cette dernière grosse séance. Alors, cette dernière grosse séance, on va dire, si c'est une course de montagne, course d'une heure, on la place à peu près à 10 jours. Euh, et en fait, maintenant, j'ai changé un petit peu aussi un petit peu le fusil d'épaule avec l'expérience. Du coup, là, vous voyez que sur la dernière grosse séance, si je reviens, je ne sais plus si j'arriverai à le retrouver, euh, on, on- on fait ma dernière grosse séance, elle est à peu près 15 jours avant en termes de volume. Et 10 jours avant, je baisse un petit peu le volume. Je reste sur le spécifique et je mets un petit peu plus d'intensité et je baisse un petit peu. Donc ma grosse, elle est grosso modo 15 jours avant et 10 jours avant, 8 à 10 jours avant, j'en ai une spécifique qui a un peu moins, si je peux le dire comme ça, un peu moins de volume avant l'objectif. Et après, quand c'est on va dire, de l'ultra, en fait, je baisse pratiquement 3 semaines avant l'intensité et les 3 dernières semaines sont assez faibles en termes d'intensité et de volume. On vraiment beaucoup, 3 semaines avant un ultra où on est vraiment en phase de récup. Par contre, sur une course d'une heure, euh, on baisse le volume évidemment. La grosse séance en volume, elle est à peu près 15 jours avant. Et 10 jours à 8 jours avant, on fait la dernière avec un petit peu moins de volume. J'espère avoir répondu à la question. Merci. Donc là, après, je passe un petit peu pour vous. C'est vraiment un partage d'expérience avec la crise sanitaire. Donc, moi, je me suis posé la question en tant que dirigeant et entraîneur d'un club, qu'est-ce qu'on peut proposer ben, à des personnes qui ben, avaient l'habitude de se retrouver en groupe hein, et qui ne sont pas tout le temps autonomes dans l'entraînement et comment on peut remotiver les gens, comment on peut garder un lien social. Voilà. Du coup, ça a posé cette question-là au niveau du club, mais ça m'a posé aussi la question de revoir aussi mon approche par rapport aux athlètes de haut niveau, parce que c'était aussi, selon les athlètes, ça a été compliqué de ne pas avoir d'objectif. Alors, comment on garde des athlètes de haut niveau dans l'entraînement aussi, c'est aussi une problématique. Il y avait les deux problématiques, des gens qui ont l'habitude de venir en club, d'être encadrés, de se retrouver, qui viennent aussi pour se retrouver, et la problématique des athlètes de haut niveau qui n'ont pas d'objectif et comment on fait. Donc, je vais vous faire un petit peu des partages d'expérience là-dessus. Donc, au niveau du club, voilà, on s'est dit, ben, on va renforcer la communication. Donc, ça veut dire que ben, on a pris une licence Zoom. Aujourd'hui, je suis connecté avec cette licence pour pouvoir ben, faire soit des conférences, soit faire d'autres actions au niveau du club pour joindre les licenciés. On a fait des plans personnalisés, donc ça, on en fait tout le temps. Et là aussi, vous verrez un peu plus loin aussi le type de plan qu'on a pu donner. Voilà. Les plans personnalisés et la série de séances à réaliser à son rythme. Alors, j'ai mis tout à l'heure sur la prochaine diapo, je vous expliquerai. On a mis en place de la PPG Zoom. Donc, l'enjeu, ben, c'est de se dire, on est à la maison ou en appartement, qu'est-ce que je peux faire comme PPG avec un tapis? Donc l'idée, c'était de dire, on fait 3/4 d'heure à 50 minutes de PPG, on a un tapis et on a une maison. Qu'est-ce qu'on y met et comment on peut faire de la PPG? Des challenges, de la PPG en visio, donc
Voilà. Donc là, des vidéos d'exercices de PPG. Donc en fait, on s'est filmé et on a envoyé des vidéos. La PPG en visio, donc en direct. Et on a aussi mis en place des séances de home trainer en visio. Donc je vais vous faire voir un petit peu ce que ça donne. Et on a organisé des groupes de 6 pour les entraînements en présentiel. Donc au départ, on n'avait pas le droit au présentiel. Hein, donc on a fait surtout de la vidéo, de PPG, des visios pour de la PPG, et même des séances de home trainer en visio. Et en fait, ça a un vrai succès au niveau du club. Sur les créneaux de PPG en visio et sur les séances de home trainer en visio, ben, ils sont toujours pleins. Et après, pour cette période en ce moment, on organise aussi des groupes, parce que sur la voie publique, nous, on n'a pas de piste, on doit être 6 maximum, donc on organise des entraînements en présentiel, donc soit entre midi et 2, soit à 16 heures et surtout le week-end. Alors, voilà un petit peu, pour vous donner un exemple, dans mon club, ce que j'ai proposé, une série de séances à faire à son rythme. Donc, vous voyez, elles sont numérotées. Alors, je crois que j'ai envoyé 20 séances et chacun vient prendre la séance 1, après met 1 ou 2 jours de repos, fait à son rythme, fait la séance 2, et puis fait la séance 3 et ainsi de suite. Alors ça, c'est intéressant aussi, même pour des athlètes un petit peu expérimentés et qui ont une vie un petit peu des fois difficile, où ils ont du mal à planifier dans la semaine. Ça peut être intéressant, comme moi je le fais aussi pour certains athlètes de haut niveau, où à des moments donnés, c'est un peu compliqué pour eux dans leur vie. Et donc, je mets la série avec une progression de séances et ils font à leur rythme. Alors peut-être que certains feront ça en 4 semaines, d'autres feront ça en 3 semaines, et chacun va mettre à son rythme avec la règle d'espacer d'1 ou 2 jours chacune des séances avec du repos, de la PPG ou des sports d'endurance. Donc là, je vous parlais de petites PPG en vidéo. Donc, on a fait une petite chaîne YouTube avec tout un tas d'exercices filmés et donc qui sont accessibles par le site internet du club et chacun peut faire les exercices à son rythme. Alors, les challenges. Donc, voilà, la question pour mobiliser les troupes, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire au sein du club? Alors là, on était en confinement total, hein, c'est-à-dire que chacun avait 1 heure de course et dans son rayon d'1 kilomètre. Et donc, en fait, on a mis en place 2 challenges. Le premier challenge en haut, là, que vous voyez, c'était un challenge par équipe et aussi sur route, et c'était un équidène à réaliser. Alors, pourquoi par équipe? C'était pour recréer du lien social entre les athlètes. Et comment marchait ce challenge? Une équipe était constituée, la VMA de chacun était notée, et en fait, l'objectif de l'équidène par équipe, peu importe son niveau, était calculé en pourcentage de chacun sur des temps sur le 5 km, le 10 ou le 7. Donc chacun choisissait une distance et vous voyez en jaune là les distances qui ont été choisies par chacun et les temps à réaliser. Et donc en fait, la meilleure équipe, en fait, c'était l'équipe qui réalisait un meilleur temps que le temps cible demandé au moment de ce calcul-là. Alors, pour vous donner un ordre d'idée comment ça a bien fonctionné, on a eu 90 athlètes sur 150 qui ont participé à ce challenge. Donc, du coup, ça a permis justement des échanges entre eux, souvent par WhatsApp. Moi, j'avais des échanges par visio ou par WhatsApp pour expliquer les différents challenges avec les capitaines. Et donc, on a fait et l'équidène, et puis il y avait d'autres épreuves aussi sur le week-end, du moins sur les 2 week-ends, c'était en 2 week-ends. Après ça, on a lancé un challenge sur le même type, plutôt typé, et ça c'était après le premier confinement, où on a pu avoir des rayons un peu plus longs,
où on a typé sur un challenge en montagne avec du dénivelé. Voilà. Donc là, c'était un peu plus compliqué. On avait le repère VMA et on avait mis des repères de dénivelé à atteindre. Donc le premier jour, on avait 45 minutes et un dénivelé à atteindre en 45 minutes. On pouvait avoir que des points malus si on n'arrivait pas et pas de points de bonus si on courait plus vite. Et le lendemain, il y avait un chrono à faire selon un dénivelé. Voilà. Bon. Donc, ça a été mis aussi par un autre coach en place et ça a eu pas mal de succès. Alors, ce qui est important, c'est que j'avais aussi la préoccupation du sportif de haut niveau et du coup, ça s'est transformé pour le sportif de haut niveau ou le sportif régional par, on va dire, ce que je faisais jamais, des entraînements compétition. Donc, pour vous donner un peu ce que ça pouvait donner pour certains, c'était de courir 10 km avec 5 km allure 10, donc une intensité quand même élevée, hein, on ne le fait pas souvent ça, et enchaîné par 5 km allure semi. Voilà. Du coup, c'était l'idée que l'athlète de haut niveau va pas être complètement dans le cadre d'une compétition, mais va quand même être obligé de se projeter et se mobiliser pour un entraînement vraiment proche de la compétition. Et pour garder un petit peu de la motive et cette compétition. Donc, les entraînements qu'on a en ce moment, vous voyez concrètement sur la gauche de l'écran. Donc, j'ai trouvé un petit logiciel qui est intéressant et qui est gratuit, là, que vous voyez en haut, colli.com. Et en fait, les entraîneurs me donnent des créneaux, vous voyez là, PPG Zoom, un lien sera transmis et les gens s'inscrivent. Et c'est assez facile pour eux. Et nous, on rentre chaque fois les nouveaux créneaux et les gens s'inscrivent. Vous voyez? Et donc, on met un nombre de places limité. Et quand le créneau est plein, les gens ne peuvent plus s'inscrire. Et donc, on fonctionne comme ça. Et là, sur les 150, il y a 135 inscrits sur les créneaux. Donc, vous voyez que ça a du succès, ça marche bien. À droite, vous voyez une photo d'une séance de visio home trainer. On en a déjà fait 3 là, dernièrement. Et en fait, il y en a qui ont des vélos plus ou moins expérimentés, ou voire des vélos elliptiques. Et donc là, on fait le même type de séance. Et donc là, je donne des repères un petit peu de fréquence cardiaque à chacun pour faire les différents efforts. Voilà. Voilà un petit peu les actions mises en place au niveau du club pour garder, on va dire, du lien social et la condition physique. Je ne sais pas s'il y a des questions. Alors, est-ce que vous avez des questions par rapport à ça ou peut-être des interventions sur ce que vous avez pu mettre vous en place également? N'hésitez pas à réouvrir le micro éventuellement. Tout le monde est silencieux. Sur l'entraînement, s'il y a des choses aussi, vous voulez revenir sur l'entraînement, sur des choses. Non, tout est clair. Oui. 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 Alors, juste Olivier, c'était pour dire qu'effectivement, bon, dans le club, là, nous, on est sur près de Montpellier, là, près du Pic Saint-Loup, à Saint-Mathieu-de-Tréviers. On avait effectivement organisé de la PPG, en fait, sous différents formats, en Zoom notamment aussi, et que ça avait bien aidé à la cohésion et de retrouver un semblant, on va dire, un peu de social, voilà, de compte au niveau du club. Et c'est vrai que ça avait bien fonctionné. C'est vrai que sur le premier challenge, la route, un petit peu, en fait, on s'est aussi aperçu que, bon, parce qu'on est quand même 150, donc tout le monde ne se connaît pas. Et quand on a fait la constitution des équipes, ben, on a des fois, certains ont cherché. Et donc, il y a eu un mélange aussi de différents niveaux qui ne se voient pas certainement à l'entraînement, hein, parce que les VMA 12 ne vont pas souvent courir avec les VMA 20. Et du coup, ils se sont retrouvés dans les mêmes équipes. Et ça a été quand même un bon apport déjà pour se connaître et puis aussi de discussion. Donc, je sais ils se sont vus plusieurs fois sous forme de Zoom. Ils ont beaucoup communiqué par WhatsApp parce que bon, il y avait aussi quelques épreuves avec un peu de la stratégie à mettre en place. Et du coup, bah, il y a eu pas mal d'échanges et les anciens, on va dire, entre guillemets, ont apporté pas mal de choses aux nouveaux au niveau du club. Donc, c'est vrai que ce n'est pas des choses qu'on faisait habituellement, mais du coup, ça a quand même fait une ouverture en fait sur une nouvelle pratique.
Alors Cyril, si tu peux peut-être témoigner de ce que vous avez fait sur Quadriès, notamment les challenges des plus peut-être. Oui, bonsoir. En fait, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on faisait des challenges des plus par équipe. C'est-à-dire que grosso modo, on constitue des équipes, je dirais, de 3 personnes assez équilibrées, c'est-à-dire un coureur d'un bon niveau, un intermédiaire et un débutant, par exemple. Et donc, le but, c'était de cumuler le plus gros des plus en 1 heure, par exemple, voilà, pour faire des petits challenges sympas comme ça. D'accord. Et Sandrine, peut-être notre réunionnaise du groupe, là, si tu peux peut-être expliquer à l'oral comment vous êtes organisé avec moins de contraintes peut-être qu'ici en métropole. Ouais, c'est ce que j'écrivais sur le chat. En fait, c'est vrai que nous, on n'a pas de contraintes hein, en ce moment. Donc du coup, on en a, c'est pas qu'on n'en a pas, mais on en a moins que vous. Et du coup, ça nous permet de faire des choses que vous ne pouvez pas faire. Mais nous, mon club, on est organisateur aussi de courses. Et par contre, là, comme beaucoup de courses, il y a beaucoup qui sont annulées. Et on en a une que ça nous a vraiment embêté de devoir l'annuler. Donc, j'étais en train d'expliquer qu'en fait, on l'a fait en interne de club. Donc, on l'a faite en off. On n'a vraiment pas communiqué. Voilà, donc ça s'est fait qu'entre nous. On a fait des départs de groupes de 5 par vague. Donc, bien sûr, je vous parle de trail, hein, donc on est forcément dans la nature. Voilà, donc déjà, ça pique un peu moins, quoi. Il faut déjà venir nous chercher quand on est dans la montagne. Et puis, voilà, et puis ouais, on a respecté les gestes barrières, par groupe de 5, le masque au départ à l'arrivée, et puis le ravito, on s'est planqué, c'est pareil, on s'est planqué. Voilà, donc on est obligé de faire ça tout en secret. C'est moche, mais voilà, à un moment donné, on est quand même partisan de dire que si on fait attention, il n'y a pas lieu de se couper de nos libertés non plus, quoi. Voilà. Et à un moment donné, si on est intelligent, faut pas non plus, faut pas exagérer, quoi. Voilà. Donc nous, on essaie de jongler comme ça. Puis maintenant, il y a un dernier truc aussi qui vient d'être pondu, c'est-à-dire que on n'a pas le droit de s'entraîner, genre, sur tout ce qui est domaine du public, etc. Plus ou moins, hein. Donc, on s'est dit qu'après tout, partir donc du fait dans la montagne. Enfin, je sais plus trop, ça joue sur les mots en fait, hein. En gros, tu n'as pas le droit d'être dans la ville, mais en gros, dans la montagne, tu as le droit d'y être. Du coup, voilà. C'est vrai que c'est. Ok, merci pour ces partages, hein. De toute façon, c'est vrai qu'il faut s'adapter. Bon, il faut essayer quand même d'être le plus respectueux possible, hein, puisque à côté, il y a quand même, malgré tout, toute une tranche de population qui souffre, hein, de cette situation. Donc, il faut qu'on soit, voilà, qu'on respecte aussi dans nos comportements sportifs, tout en essayant de garder, voilà, la motivation des troupes et la vie d'un club. Ça, c'est sûr que voilà, c'est tout le dilemme en ce moment, voilà, de pouvoir à la fois être prudent et à la fois pouvoir garder ce lien social qui est important pour tout le monde. Donc, en tout cas, merci pour votre attention. Vous êtes quasiment tous là. Cyril nous dit aussi le challenge se faisait à distance avec recueil des données, oui, via Strava. Donc, c'est vrai que Strava, c'est aussi un outil qu'en running, on peut utiliser. De plus en plus de pratiquants ont cet outil et donc ça permet aussi de réguler aussi les athlètes, hein, d'avoir des retours intéressants sur les séances qui sont faites à distance. Voilà, donc s'il y a encore quelques questions, n'hésitez pas à les poser avant de partir. Et moi, en tout cas, je vous remercie. Je remercie vraiment Antonio pour voilà, son authenticité, puisque ce qu'il vous dit, c'est vraiment ce qu'il fait et de manière très naturelle. Si vous avez des questions, vous pourrez bien sûr me les poser et je pourrai vous transmettre son mail. Il aura sûrement aucun problème pour vous répondre. C'est un peu court le temps, mais voilà, je pense que ça vous a donné quand même quelques petits éclairages. Et puis, je vous donne rendez-vous, même pour ceux que ça intéresse, sur les prochaines propositions qu'on pourra faire. N'hésitez pas, vous aussi,
à nous renvoyer des idées. Hein. Ça, je suis preneuse un peu de si vous avez des intervenants qui pourraient être intéressants et avec qui je peux contact et qui pourraient être aussi des personnes ressources. Voilà, je peux les étudier sans souci. Et puis, on passera aussi, pour ceux qui sont aussi sur le stade, à des webinaires aussi dans d'autres domaines de l'athlétisme. Hein. Donc, je ne resterai pas uniquement pour le running parce qu'il y a aussi des choses qui sont intéressantes notamment la marche nordique. Et puis, on prévoit aussi sur la vitesse, sur les sauts. Donc, c'est des petites choses que vous aurez aussi. Donc, restez bien voilà, au contact des informations. J'envoie normalement directement au club. Donc, ça transite par le club. Il y a l'affichage sur le site de la Ligue. Et quand je vous envoie à titre individuel, c'est que vous êtes passé sur les formations. Et donc, j'ai vos références pour vous envoyer ça de manière plus individuelle. Voilà, donc Antonio, peut-être pour le mot de la fin. Non, mais moi, je pense que si je voulais faire passer le message quand même que dans un premier temps, bah, en fait, moi, ma philosophie, c'est-à-dire que bah, les gens, bah, ils viennent pour progresser à leur rythme, pour trouver du plaisir à courir. Donc, c'est de les accompagner et surtout, mon investissement, je dirais, dans le loisir ou pour le sportif de haut Ah, niveau, pour la pub, au moins. je suis vraiment, vraiment dans on va dire, dans la même approche et le même temps donné, en fait. Je crois que c'est important d'avoir un investissement lorsqu'on, les gens prennent une licence au club, et ben, qu'on puisse s'en occuper. Du coup, nous, dans notre club, ben, on limite le nombre de licenciés. Et aujourd'hui, on a des listes d'attente qui veulent rentrer au club, mais nous, on s'est dit, bah, tant qu'on n'a pas la capacité de bien les accueillir dans les bonnes conditions et de les accompagner, on préfère dire non. Voilà, un petit peu, je dirais que c'est ça qui a, du moins, une des philosophies qu'on tient. Ok. Merci. Bon, merci beaucoup. Et puis, bah, passez une bonne soirée. Bon courage à vous tous. Et puis, en espérant qu'on puisse enfin se revoir dans d'autres conditions, même si les visios, voilà, continueront. Ça, c'est un outil qui nous paraît intéressant pour voilà, des choses très courtes et qui puissent s'insérer dans votre formation continue de manière facilitante. Voilà, bonne soirée à vous. Et puis, au plaisir. À bientôt. Un grand merci, merci bien. Salut David, salut à tout le monde. Du coup, Laurence, tu enverras le PDF? Oui. Ouais, comme ça.